Alors, je vais vous faire tout d'abord une mise en contexte. Nous parlons d'un arrondissement historique qui représente un tout petit territoire d'1 km² au cœur du centre-ville de Québec, dans une municipalité, dans la ville de Québec, qui, elle, représente 450 km², 600 000 habitants, et une agglomération d'à peu près 900 000 habitants en date d'aujourd'hui. Donc, cet arrondissement historique est délimité par des fortifications de Québec, avec ce qui caractérise l'arrondissement historique de la ville de Québec, c'est qu'il est constitué d'une haute ville et d'une basse ville, puisque l'ensemble de l'arrondissement historique est situé sur un promontoire, donc à la pointe du Cap de Québec. Donc, comme je le mentionnais, c'est le cœur du centre-ville de Québec. Il y a en gros 2 grands centres urbains dans Québec, donc ce qu'on appelle le centre-ville, avec en son cœur l'arrondissement historique dans lequel on retrouve plusieurs ministères, des écoles, un établissement hospitalier, des activités récréatives, un grand hôtel donc, qui est le Château Frontenac, qui est l'emblème aussi historique de la ville de Québec. Et puis ça, c'est pour la partie de la Haute-Ville. Et puis dans la Basse-Ville, on retrouve également le port, l'administration portuaire de Québec, avec des activités de croisière, mais aussi des activités de transport de marchandises. Et autour de cet arrondissement historique, on retrouve ce qu'on appelle la colline parlementaire, donc qui est le territoire où sont concentrés l'ensemble des ministères du gouvernement du Québec, ainsi que le centre des congrès, qui est un centre de congrès international. Donc, comme vous le savez, Québec est site patrimoine mondial, du site du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985. Ce qui caractérise aussi cet arrondissement historique, c'est que ce petit territoire d'1 km² est peuplé aujourd'hui de 4600 résidents, mais la population de résidents est en diminution. Étant donné que c'est le cœur historique, qu'il y a une concentration de lieux de travail, on retrouve donc des déplacements de navetage d'à peu près 14 000 travailleurs tous les jours, et avec les établissements scolaires et universitaires qui sont à l'intérieur de l'arrondissement historique. Donc on parle d'écoles primaires, écoles secondaires et universités, avec l'école d'architecture de l'Université Laval, donc qui est la grande université de Québec. Dévouement également de 1700 étudiants par jour. Tout ça sans compter sur les entrées d'environ 4,3 millions de visiteurs par an. Ça, ce sont des données de l'année dernière, 2024. Alors, comme à peu près partout dans le monde, on a vu une diminution du nombre de visiteurs pendant la période de pandémie entre 2020 et 2023. Mais on a retrouvé les niveaux de visite de touristes qu'on avait en 2019, donc avant la période de la pandémie. Pour compléter le portrait, on compte à partir de nos données de ce qu'on appelle les enquêtes origine-destination, qui sont des grandes enquêtes de déplacement qui sont faites tous les 5 ans dans l'ensemble des grandes villes de la province du Québec, des déplacements quotidiens d'à peu près 50 000 déplacements par jour, donc qui comprennent à la fois les déplacements en automobile, les déplacements avec les autocars, les autobus urbains, les piétons et les cyclistes. Et puis on en arrive à notre enjeu donc, qui est exposé aujourd'hui, avec des mouvements d'autocars par jour qui restent très importants, puisqu'il y a des réglementations qui ont été mises par le passé, je vous en parlerai plus en détail, mais qui nous permettent de compter une moyenne je dirais 250, c'est même 300 autocars par jour, parce qu'on vient juste d'avoir les résultats de relevés d'arrêt d'autocars dans notre arrondissement d'historique. Il y a 2 points d'arrêt où les autocars sont autorisés à débarquer des visiteurs et où on a constaté depuis le 17 mai jusqu'en date de vendredi dernier, donc sur une centaine de jours, 10 500 arrêts d'autocars avec une prédominance du nombre d'arrêts à côté du Château Frontenac sur une petite place qui s'appelle la place d'Armes.
Quand je vous dis 300 arrêts par jour, c'est une moyenne pour cette place à côté du château Frontenac, puisque au mois de septembre, on a même compté une moyenne qui était plutôt autour de 700 arrêts pendant le mois de septembre sur cette place. À ça, il faut ajouter les autobus urbains, donc du réseau de transport en commun qui s'appelle le réseau de transport de la capitale à Québec, où on a aussi des mouvements d'à peu près 230 autobus qui rentrent à l'intérieur de l'arrondissement historique, plutôt pour la desserte des résidents et des travailleurs de Québec. À tout ça, il faut ajouter également des déplacements d'une moyenne de 1000 camions par jour, surtout sur la basse ville. Je vais peut-être vous remontrer la carte, parce que la basse ville est entourée de boulevards, et ces boulevards viennent desservir la zone portuaire qui est encore très active, à la fois pour les activités de croisière, mais aussi pour les autres activités. Et enfin, je terminerai avec un comptage que nous avions fait et que nous allons mettre à jour d'une moyenne de 24 000 automobiles qui rentrent à l'intérieur de cet arrondissement historique, donc à peu près la moitié des déplacements que l'on compte quotidiennement. Tout ça, c'est sans compter les déplacements des touristes qui ne font pas partie de ces 50 000 déplacements qui ont été comptabilisés. Alors, évidemment, quand on regarde l'impact de la fréquentation touristique rapportée au nombre d'habitants dans des villes touristiques importantes, comme la ville de Bruges également, et celle de Québec ou de Vieux-Québec, on voit que la pression touristique pour cet arrondissement historique est relativement élevée. Si c'est rapporté à la population de l'ensemble de la ville de Québec, ça représente 8 touristes par habitant. Par contre, si on rapporte cette fréquentation au nombre d'habitants dans le Vieux-Québec, on se retrouve avec une surfréquentation extrêmement importante de 934 touristes par habitant. Donc, ça nous donne des éléments de comparaison avec des villes comme la ville de Bruges ou la ville de Dubrovnik. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec des prévisions de chantiers relativement importantes, et même sans parler de prévisions, on a eu déjà cette année, à l'intérieur de notre petit arrondissement historique, 10 chantiers majeurs qui ont constitué des entraves importantes à la circulation et évidemment au déplacement des autocars à l'intérieur de la partie touristique. L'année prochaine, on s'attend à avoir un chantier extrêmement important aussi sur une rue qui est l'axe central de déplacement à l'intérieur de l'arrondissement historique sur la partie de la Haute-Ville. Ça s'appelle la rue de Buade, où il va y avoir des travaux d'infrastructures majeurs, où l'ensemble de la rue va être excavé pour faire des interventions sur le réseau électrique qui alimente l'ensemble de l'arrondissement historique. Et pour ces travaux, on va être obligé d'entièrement d'enlever les infrastructures d'égout. Donc, la rue va être fermée pendant 2 ans, pendant la période estivale. Alors, une des caractéristiques de Québec aussi, c'est qu'on est dans une ville où il y a une accumulation de neige importante en hiver. Donc, les périodes de travaux se font essentiellement au printemps, du mois de mai jusqu'au mois de novembre, puisqu'en hiver, avec les accumulations de neige, il n'est pas possible de faire des travaux importants. Ça, c'est le premier chantier que nous allons vivre à compter de 2026 et 2027. Il y a un deuxième chantier extrêmement important, c'est le projet de tramway qui est en cours à la ville de Québec et qui est en stade de travaux préliminaires. Alors, pour vous donner une image de où se situe l'arrondissement historique, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais il y a un cercle qui est dessiné, donc qui représente à peu près la superficie de l'arrondissement historique du Vieux-Québec. Vous voyez également la ligne de transport par tramway, donc qui va être en chantier à compter de l'année prochaine, donc qui va desservir une bonne partie de la ville. Et si je regarde plus en détail, en fait, le cercle correspond à notre arrondissement historique, et les 4 flèches que vous voyez ici, donc à la gauche de la présentation, sont les 4 grandes portes d'accès de l'ensemble des déplacements des autocars qui viennent en grande majorité
de l'ouest du territoire, donc que ce soit de Montréal ou des autres provinces importantes comme la province de l'Ontario, donc qui sont toutes à l'ouest. Donc on comprend vite qu'avec le démarrage du chantier sur la ligne violette, à compter de l'année prochaine également, on va avoir des enjeux majeurs d'accessibilité de ces autocars touristiques. Pour revenir sur les actions qui ont été réalisées, je vais revenir un peu dans le temps aussi, puisque en 1999, la ville avait demandé à un haut fonctionnaire de produire un rapport en concertation avec l'ensemble des acteurs du milieu, donc acteurs économiques, mais aussi représentants des résidents, pour l'arrondissement historique, afin de gérer les déplacements du Vieux-Québec qui constituaient déjà à ce moment-là une préoccupation importante, notamment pour les résidents. Ça s'est appelé le rapport Jean, du nom du haut fonctionnaire qui s'appelait Denis Jean. Et à ce moment-là, donc, ce haut fonctionnaire avait identifié 4 interventions majeures à réaliser. La première, c'était d'intégrer toute l'intervention sur les autocars touristiques dans une plan de valorisation plus globale. Alors, vous verrez que c'est ce qui a été initié par la ville ultérieurement. Ensuite, ça a été de mettre en place un réseau de petits bus écologiques à l'intérieur du Vieux-Québec pour remplacer les autobus urbains donc du réseau de l'autorité de transport, donc le réseau de transport de la capitale. C'est ce qui a été mis en place en 2008 dans le cadre d'un plan qu'on a appelé le plan de gestion intégrée des déplacements dans le Vieux-Québec. Et 2008, c'était aussi l'année anniversaire des 400 ans de la Fondation de Québec. Donc, ça a été un projet important qui a permis de sortir de l'arrondissement historique à peu près les 2/3 des autobus urbains qui circulaient, même plus que les 2/3, les 3/4 des autobus urbains qui circulaient à l'intérieur du Vieux-Québec. Les seuls autobus qui étaient maintenus, c'était ceux qui venaient de la grande banlieue, donc qui sont des bus express pour emmener les travailleurs dans les ministères de l'arrondissement ou de la colline parlementaire. La troisième mesure qui était recommandée, c'était d'installer des gares interurbaines, principalement en Haute-Ville et en Basse-Ville, donc pour servir de pôle intermédiaire où s'arrêteraient les autocars touristiques qui seraient ensuite relayés par d'autres modes de transport, notamment le service de microbus urbains, qu'on avait appelé écolobus, mais aussi pour utiliser d'autres modes de transport, aussi pour visiter le Vieux-Québec à pied essentiellement, à partir de ces gares intermodales. Et enfin, le quatrième élément constituait à modifier la réglementation, la recommandation était de fonder la réglementation plus sur le motif de déplacement, ce qui n'était pas possible à l'époque dans le cadre réglementaire du gouvernement du Québec. Donc en 2008, le réseau d'autobus électriques a été mis en œuvre dans le cadre d'un projet pilote qui a été interrompu parce que c'était un projet pilote et on était un petit peu en avant sur l'utilisation de microbus électriques à l'époque. Donc, en matière de concertation, en 2012, il y a eu la création d'une table de concertation donc, pour le Vieux-Québec, qui est toujours vivante, qui fonctionne toujours. Et puis, il y a d'autres mesures qui ont été aménagées ou ajoutées au fil du temps pour les autres modes de transport. Donc, notamment, à partir de 2018, dans la Basse-Ville, donc sur l'ensemble des boulevards qui viennent desservir le port, il y a une rue qui s'appelle la rue d'Alousie, où on a aménagé une piste cyclable temporaire, qui ensuite est devenue permanente. En 2021, la Ville de Québec a mis en service son service de vélo-partage de vélos électriques, donc un peu comme les services Vélib ou Vélov en France, ou les services Bixi à Montréal, pour ceux qui connaissent les services de Montréal, et puis tous les autres services qui ont été développés à peu près partout dans le monde. Donc en 2022, il y a un plan d'action qui a été adopté qui vise à améliorer globalement la qualité de vie dans le Vieux-Québec. Et puis à partir de 2023, il y a eu la création de nouvelles zones piétonnes. Dans le Vieux-Québec, il y avait 2 rues piétonnes qui étaient déjà aménagées, mais là on parle plus de zones piétonnes, donc ou de zones à faible émission.
Dans un premier temps, dans un quartier au nord de la Haute-Ville, et puis au sud également, donc 2 petits périmètres, à partir de 2023. Et puis ces périmètres ont été étendus à partir de cette année pour devenir piétons pendant la période estivale. Avec ces zones piétonnes, on a ajouté aussi des mesures d'apaisement de la circulation avec ce qu'on appelle des seuils de ralentissement, donc ils viennent rehausser la chaussée pour ralentir la vitesse automobile. Il y a eu des modifications de limites de vitesse. Il y a eu aussi des élargissements de trottoirs de façon temporaire par l'ajout de bollards sur la chaussée, donc pour qu'il y ait plus de place pour les piétons que touristes qui se déplacent sur certaines rues. L'image que vous voyez en haut à droite, c'est le réaménagement complet qui a été fait donc, en 2023 autour de la place de l'Hôtel de Ville, donc, qui est une place importante à l'intérieur de l'arrondissement historique. Et puis, il y a eu d'autres mesures, notamment de sécurisation du corridor cyclable dont je vous ai parlé pour la basse ville et d'abaissement de la circulation sur plusieurs rues. Que ce soit sur la basse ville, mais aussi en haute ville, puisque à partir de 2025, on a modifié les limites de vitesse qui étaient de 30 km/h à 20 km/h donc à l'intérieur de l'arrondissement historique. D'abord dans les zones piétonnes, donc pendant la période estivale, et puis l'objectif, c'est de les rendre permanentes à partir de cet automne. En 2024 également, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action à améliorer la qualité de vie dans le Vieux-Québec, la Ville de Québec a acquis plusieurs propriétés institutionnelles en vue de les reconvertir en logement, donc pour ressusciter un intérêt et une attraction pour que des gens viennent vivre et habiter dans le Vieux-Québec. Il y a eu également une étude de marché visant l'ajout de commerces de proximité, notamment l'ajout d'une épicerie dans le cadre de ces acquisitions et de ces réaménagements. Donc, il y a eu l'ajout d'une deuxième zone piétonne, je vous en ai parlé. Enfin, ce n'est pas simplement l'ajout, mais ça a été aussi l'extension des zones piétonnes. Et puis encore des réaménagements de rues. Autre mesure importante qui a été annoncée tout récemment, ça date d'il y a seulement 2 semaines, c'est que la ville a annoncé qu'elle allait lancer une nouvelle démarche participative à grande échelle, donc qui va s'appeler le plan de mobilité dans le Vieux-Québec et qui va s'attaquer à tous les enjeux de déplacement à l'intérieur du Vieux-Québec, notamment pour répondre aux besoins et aux préoccupations des résidents du Vieux-Québec, mais aussi pour l'ensemble du milieu d'affaires. Donc avec 8 tables de travail, l'une donc circulation, transport touristique, donc c'est celle qui vous concerne. Donc en fait, c'est 2 démarches qui sont menées conjointement par la ville, celle avec l'OVPM et puis la recherche d'expertise par le réseau collaboratif, et puis celle avec le milieu, avec la création de cette table transport touristique à l'intérieur du plan de mobilité dans le Vieux-Québec. Donc il y a aussi 6 tables qui vont travailler sur les autres modes de transport, donc que ce soit transport en commun, camionnage, stationnement, apaisement de la circulation, mais ça inclut aussi les aménagements piétons, les aménagements pour la mobilité active, et puis toute la gestion des événements spéciaux, parce que l'arrondissement historique, c'est le cœur de la ville, mais c'est aussi le lieu d'accueil de plusieurs grands événements durant la période estivale. Alors, pour donner un peu une idée des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces qui caractérisent le Vieux-Québec, on a dans la population, que ce soit les résidents ou même les gens qui y travaillent, un fort sentiment d'appartenance, une reconnaissance et une notoriété internationale de Québec. Et on se retrouve avec des segments de marché qui sont encore très diversifiés de la clientèle touristique. On a plusieurs catégories de clientèle et on le voit bien notamment avec les clientèles qui viennent avec les navires de croisière. Parmi les faiblesses que l'on vit actuellement, c'est que le Vieux-Québec, c'est un milieu qui a été reconstruit principalement dans la période des années 70, 1970 et 1980, où il y a eu de très très grosses rénovations. Donc on se retrouve avec des ouvrages, que ce soit des bâtiments ou des infrastructures routières, qui ont à peu près 50 ans et qui rentrent aujourd'hui dans un cycle de rénovation importante.
qui ont commencé, on l'a vu cette année, avec 10 chantiers à l'intérieur de cet arrondissement historique, mais qui vont se poursuivre avec d'autres chantiers majeurs. Donc, je vous ai parlé du chantier du réseau électrique Hydro-Québec avec la rue de Buade, mais il va y avoir encore plein d'autres chantiers parce que les ouvrages ont besoin de mise à niveau. Et on se trouve dans un contexte où il n'y a pas une interdiction stricte d'accès des autocars touristiques actuellement dans le Vieux-Québec. On a mis en place des restrictions, mais on n'a pas encore mis en place d'interdiction. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une fréquentation d'autocars touristiques qui a atteint à peu près le niveau qu'on avait connu en 1999 avec le rapport Jean. Les opportunités qu'on a, c'est que le monde a changé en 25 ans. Il y a eu une explosion de nouveaux véhicules électriques, notamment des micro-véhicules qui s'est développé puis qui est en train d'occuper l'ensemble des centres-villes, y compris Québec. Donc, ça crée des opportunités aussi de changement d'utilisation de mode pour les touristes qui sont utilisés dans d'autres villes, qu'on a encore peu utilisés à Québec. Et puis, le chantier de tramway, en quelque sorte, c'est aussi une opportunité parce qu'il va y avoir une période de travaux relativement importante, donc de 2026 à 2033, encore une fois. On est sur une longue période de travaux parce qu'au Québec, on est obligé de travailler donc, en dehors des périodes de couverture neigeuse. Mais c'est aussi une opportunité parce que c'est un moment où on peut changer aussi les habitudes de déplacement et où on peut créer des nouveaux services, y compris pour les touristes. Puis la menace qu'on vit actuellement, ça serait la poursuite de l'exode de résidents. Les touristes viennent voir pas simplement des bâtiments, mais ils viennent voir des gens qui vivent dans la ville qu'ils visitent. On se retrouve donc avec des infrastructures fragilisées, à la fois des bâtiments et aussi des infrastructures routières. On l'avait mesuré également en 2008 avec les mesures de bruit et de vibration induites par les véhicules lourds, donc que sont les autocars et les camions. Et puis, ce qu'on craint aussi, c'est un désintérêt de l'ensemble des résidents de Québec pour le Vieux-Québec si ça devient trop difficile de se rendre à l'intérieur de l'arrondissement historique. Donc, le projet, c'est de co-développer un nouveau modèle de gestion avec 4 grands axes d'intervention. Le premier, c'est de réduire les déplacements des autocars touristiques. Le deuxième, c'est diversifier l'offre de modes de transport alternatifs à zéro émission. Le troisième, c'est d'aller chercher un consensus avec une co-construction d'un modèle de gestion, mais qui soit économiquement viable et socialement acceptable. On a des milieux d'affaires qui sont préoccupés, mais il y a aussi les résidents qui sont aussi préoccupés par des enjeux qui peuvent être différents. Et puis enfin, on veut aller chercher, on veut faire une reconquête de l'intérêt de l'ensemble des résidents de la ville pour le Vieux-Québec, parce que l'arrondissement historique, c'est un marché d'intérêt, pas uniquement pour les touristes, mais aussi pour les 600 000 habitants de Québec ou les 900 000 habitants de la métropole. Alors, vous voyez que ces 4 enjeux ressemblent assez bien aux enjeux qui avaient été identifiés en 1999 par M. Jean. Dans ce réseau collaboratif, on veut poser 4 questions. Première, quelle méthode permet de quantifier et qualifier les impacts des déplacements touristiques sur l'habitabilité des centres historiques? Donc, on veut avoir une approche holistique, une approche globale, et pas simplement se limiter à la gestion des autocars touristiques. Deuxièmement, comment mieux répartir les flux touristiques dans le temps, l'espace et entre les modes? On voit qu'on a des pics saisonniers, notamment avec l'arrivée des navires de croisière qui se font surtout en septembre-octobre. C'est pour ça qu'on a des afflux d'autocars touristiques en septembre. On a une période touristique en hiver également. On a beaucoup d'autres centres d'intérêt que l'arrondissement historique qui sont moins connus que le Vieux-Québec. Comment on peut gérer tout ça? Troisième question, comment engager les acteurs économiques et sociaux à une mobilité plus respectueuse du patrimoine et des résidents? On l'a vu par le passé, si on n'a pas l'adhésion de tous les acteurs du Vieux-Québec, il y a certaines mesures qui ne se font pas. Donc, l'approche de concertation, l'approche participative est très importante. Et c'est pour ça qu'a été lancé, donc en parallèle au réseau collaboratif, le projet de mobilité dans le Vieux-Québec.
Et puis la quatrième question, quelles innovations peuvent améliorer les déplacements touristiques dans les secteurs patrimoniaux en évitant les conflits sociaux ou les pertes économiques? Ce qui est proposé de façon préliminaire, c'est 3 grands types d'activités. Premièrement, des réunions virtuelles avec des villes expertes qui pourraient commencer donc à partir du mois prochain et qui devraient se poursuivre jusqu'au mois de février 2026, où on vient chercher des expériences d'intérêt qui vont nous aider à mieux réglementer et surtout à mieux contrôler les accès des autocars touristiques, avec des contrôles peut-être plus stricts et plus automatisés. Et puis aussi à voir quels sont tous les modes alternatifs aux autocars qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'arrondissement historique. Je vais vous donner un exemple. Donc, depuis qu'on a mis en place le service de vélo partage en libre service, ce sont des vélos électriques, mais on se rend compte qu'ils sont très peu utilisés par les touristes. Donc, il y a probablement tout un tas d'autres modes qui pourraient être mieux gérés sous une offre de service à la demande et qui viendraient décharger les volumes d'utilisation des autocars touristiques actuels. Deuxième activité qui est souhaitée, c'est une mission de la ville de Québec. Alors, on a une ville qui est un peu notre ville de référence parce que quand en 1985, on obtenait l'inscription de Québec à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville de Bruges, elle commençait déjà à mettre en place tout un tas de mesures qui ont conduit à l'interdiction importante de l'entrée des autocars touristiques à l'intérieur du secteur historique de Bruges. Donc, on a beaucoup à apprendre de la ville de Bruges. Elle a fait plusieurs améliorations au fil du temps qui nous intéressent. On était très intéressé aussi par le Touring Car Agenda 2020-2025 qu'a mis en place la ville d'Amsterdam. C'est récent, avec des nouvelles technologies, avec des innovations. Et on est très intéressé à voir finalement le premier bilan de la mise en œuvre de cette stratégie sur 5 ans. On est ouvert, évidemment, et très intéressé à connaître les expertises d'autres villes qui auraient mis en place d'autres mesures. Donc ça se déroulerait en avril 2026 et on conclurait avec un atelier international à Québec où on travaillerait donc quelques jours avec les représentants des villes expertes sur le terrain, donc pour que chacune comprenne bien nos enjeux, et puis aussi puisse les comparer avec ses propres enjeux, et qu'on puisse travailler donc en atelier sous forme de CityLab à Québec, donc dans le courant du mois de mai 2026. Donc, ça fait le tour de la présentation. Donc, vous avez ici l'adresse du courriel pour communiquer avec les représentants de l'OVPM.